Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. C'est le lancement cette fois officiel de la saison 5 du débrief de Foot Normand consacré à l'actualité des championnats de National 3 et de National 2 pour nos équipes normandes. On vous l'a dit la semaine dernière, il y a une toute nouvelle formule cette saison. Je ne suis pas tout seul, nous serons 4 par émission. Mon acolyte Thomas Bez est de nouveau au rendez-vous. Comment ça va Thomas ? Salut Aurélien, salut à tous, ça va très bien, hein. Il fait beau en Normandie, ça fait plaisir. Toujours. Nos deux invités du jour, on vous les présente, mais on n'a pas forcément besoin de vous les présenter. Philippe Clément, dont on n'a pas beaucoup parlé la saison dernière, l'entraîneur du SUDIF Cabourg. Salut Philippe, ça va ? Oui, bonjour à tous. Aymeric Dudouis, défenseur de l'US Avranches, passé par le Stade Malherbe notamment. On ne présente plus non plus Aymeric. Bonjour Aymeric. Bonsoir à tous. Messieurs, on a une actualité assez débordante. On a tous les matchs du week-end à vous montrer, que ce soit en N2 ou en N3. Beaucoup d'actualités. On a un petit peu de temps sur cette introduction. On va prendre le pouls. Alors, honneur à Philippe. Philippe, voilà, nouvelle saison. Je pense que c'est de l'excitation de commencer. Oui. Comme je dis aux joueurs, on est toujours ravis de commencer en tant que compétiteur, parce que les matchs de préparation, bon, c'est sympa, mais surtout à mon âge, on a vite envie d'être dans le vif du sujet. Et donc voilà, on n'a pas bien commencé par cette défaite à Bretigny, mais on est content de retrouver l'adrénaline des matchs et la sueur du vestiaire. Ouais. On a un sommaire qui apparaît tout en haut. On va commencer, comme d'habitude, presque comme d'habitude, par la partie consacrée au National 2. Et le National 2, on s'y plonge directement, messieurs. Alors, ça va être plutôt toi, Aymeric, là, qui va être concerné. Alors, pas directement maintenant, parce que c'est pas tes équipes qu'on va voir, mais le National 2 avec Dieppe et Granville d'abord. Le FC Dieppe qui recevait ce week-end Bischheim. Dieppe qui a lancé sa saison par un succès à l'extérieur du côté de Blois. Et ça va mal commencer, vous le voyez, messieurs, avec ce but d'Alain Répère. Je ne sais pas si je le prononce bien, à la 19e minute. Les harengs qui sont cueillis à froid. Et derrière, superbe frappe. Là, c'est toi, Aymeric, qui va me dire ce que tu en penses de cette frappe d'Enzo Bevin. Pleine lucarne. Non, c'est simple, c'est un petit exploit individuel et des fois ça fait du bien dans les matchs. Ouais, belle lucarne trouvée par Enzo Bevin, 25e minute. Ils ont douté 6 minutes, les joueurs de Djilali Bekar. Et derrière, ils vont avoir l'occasion, peut-être, de prendre l'avantage. Les occasions qui se succèdent d'une équipe de Dieppe. Philippe, toi que tu as rencontré en amical, elle t'a laissé quelle impression ? D'abord, c'était pas l'équipe, je pense, d'hier, de ce week-end, dans le sens où Ouais. le coach avait fait deux équipes, une le vendredi à Chambly et puis le lendemain contre nous. Mais Et on voit là qu'ils sont euh, menés 2 par Bicham en jouant à 10. Une équipe qui t'avait fait bonne impression ? ouais, il y a un effectif de qualité et un coach de qualité, donc il n'y a pas de raison. Et en plus, un public Ouais, qui beaucoup de pousse. frustration. Donc On ça fait beaucoup est rime au d'arguments. score, on fait une très grosse fin de première mi-temps, on a beaucoup d'actions. Malheureusement, on ne marque pas. Après, il y a ce fait de jeu en deuxième mi-temps qui nous pénalise, mais on prend le but sur coup de pied arrêté. Donc ouais, c'est très très frustrant. Une belle équipe de Dieppe, malheureusement battue, comme tu le disais là, Philippe. Ça n'a pas suffi contre Bischheim. On a entendu Enzo Bevin, auteur de ce premier but. L'autre rencontre du week-end, Bordeaux contre Granville. Bordeaux, ça va te rappeler des souvenirs. À toi, Aymeric, vous êtes revenu la semaine dernière de là-bas avec un point, 0-0. Une équipe bordelaise encore en rodage. Complètement, honnêtement, nous on revient avec un point, mais on avait une petite frustration quand même parce qu'on avait le sentiment de pouvoir faire mieux. Une équipe bordelaise qui n'a pas réussi à s'imposer contre Avranches, qui n'a pas réussi à s'imposer contre Granville, et même pire, l'équipe granvillaise qui va réussir à marquer, Thomas, un beau but là, de Kenny Herbin. Kenny Herbin qui était rentré 5 minutes avant, à la 62e. Et là, alors il y a tout le travail de Yves Djedje sur son côté gauche qui élimine son vis-à-vis. Le centre, il est parfait. Mais la reprise, elle est pas facile du tout parce qu'il est dos au but. Et il va la loger petit filet opposé. Là, c'est parfait, hein. Et malgré la pression du COP, ça aussi, Aymeric, j'imagine que ça compte quand on joue à Bordeaux. On se sent sous pression quand même dans ce stade. Granville qui tient son exploit, qui s'impose un but à 0. C'est presque l'exploit du week-end, j'ai envie de dire. Ça te surprend de voir Granville gagner à Bordeaux ? Finalement, pas tant que ça, Aymeric. Pas tant que ça parce que je pense que Bordeaux est encore en rodage et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui découvrent aussi ces atmosphères. Ok, c'est une force pour eux, mais on voit bien quand ça tourne moins, quand ils n'arrivent pas à marquer, à faire la différence.
le public peut vite se retourner et puis la pression peut être chez eux rapidement. Donc au final, la force peut devenir une faiblesse. Et on voit que là, 2 matchs à domicile, ça devait être un cadeau pour eux qui jouent la montée. On voit qu'ils prennent 1 point sur 6, donc c'est vraiment pas un bon départ pour eux. Ouais. Alors ça a été un petit peu vite pour la partie Dieppe, hein, Philippe. Les images vont assez vite. Toi, tu nous disais effectivement que c'est une équipe, on disait que c'est une équipe que tu avais rencontrée, qui était encore en train de se mettre en place. Pas d'inquiétude, j'imagine, de les voir perdre dès la deuxième journée sur le premier rendez-vous à domicile. Pas d'inquiétude parce que j'ai l'impression, on l'a vu sur les images, qu'il y a quand même pas mal d'occasions. Hein. Ouais, non, il y a un contenu qui est existant, donc ça c'est important. Après, les matchs de foot, des fois, ils se jouent à des détails. En plus, ils ont gagné le premier, donc bon, c'est déjà moins grave par rapport au deuxième. Et puis sincèrement, non, le coach, je pense qu'il y a un bel équilibre entre ceux qui étaient la saison dernière. Ils ont gardé une ossature, c'est important pour le moral de l'équipe, et puis bien renforcé intelligemment. Donc il n'y a pas de raison avec en plus un public avec une grosse ferveur. On va passer au troisième match. Celui-ci, on a notre invité Aymeric qui est bien placé pour nous en parler, nous le commenter, parce qu'il a joué ce match. Avranches, qui après avoir été prendre un point du côté de Bordeaux, Avranches qui affrontait ce week-end à domicile les Voltigeurs de Châteaubriand. Vous étiez dans quel état d'esprit avant de jouer ce match, Aymeric ? Tout simplement, c'est la première à domicile. Pour le coach aussi, c'était important de faire bonne impression et surtout de gagner. Fallait bonifier aussi le point pris à Bordeaux. Donc on a fait un match sérieux. Pour moi, on a maîtrisé le match et la victoire est logique. Alors c'est toi, Thomas, qui t'es penché plus particulièrement sur le résumé de cette rencontre. Là, on voit les occasions qui s'enchaînent, ça démarre bien, côté Avranchiné. Je te laisse nous raconter un petit peu ce match-là. Ça démarre bien et jusqu'à cette passe lumineuse, il me semble que c'est Paul Terrien qui trouve Cissé. La passe qui vient casser la ligne, on joue la demi-heure de jeu, ouverture du score, mais ouverture du score méritée sur ce que j'ai vu en tout cas comme image. Ça vient récompenser les efforts, Aymeric. Oui, complètement. Après, on connaissait un peu cette équipe des Voltigeurs. Après, je pense qu'on la prend entre guillemets au bon moment parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Contrairement à nous, on a trouvé une stabilité aussi par rapport à la saison passée. Donc je pense qu'eux ne sont pas encore tout à fait prêts. Et puis nous, on commence à se sentir de mieux en mieux. Donc la différence s'est vue, je pense. Ouais, le score à la pause 1-0 pour Avranches, et on va continuer à le voir sur les images. Les Avranchinais qui vont enchaîner, mais qui vont aussi résister à Châteaubriand. Ça va résister. Il y a une frappe un peu vicieuse là qui aurait pu inquiéter Anthony Beuve, mais c'est 2 entrants qui vont faire la différence. Zurab Sopromadze pour Idrissa Seydi. Donc tous les deux ont commencé sur le banc et à la 76e, l'un fait la passe pour l'autre. Pareil, ça peut être une force aussi cette saison, c'est la profondeur de banc. Et à Avranches, on a un effectif qui est plutôt intéressant pour ça, je pense. Clairement, ça doit être notre force cette année. C'est vraiment le collectif qui doit l'emporter sur l'individu. Donc au final, on a vu que quand ils sont rentrés, ils nous ont fait du bien, ils nous ont mis le deuxième but. Après, on a pris confiance. Honnêtement, on peut en mettre 4 ou 5, il n'y aurait eu rien à dire. Donc honnêtement, c'est une victoire, encore une fois, maîtrisée et qui va faire du bien. On l'a vu sur ces images. Il a manqué un petit peu de réussite dans le dernier geste. 2-0 au final, c'est pas si cher payé pour les Voltigeurs. Et puis forcément, la première à domicile, donc la communion avec le public, ça fait du bien. Oui, complètement. C'est toujours bien de finir les premiers matchs comme ça. Et puis l'objectif, c'est vrai que c'est de faire venir du monde au stade et qu'il y ait un engouement derrière notre équipe parce qu'on aura besoin aussi pour ce long championnat difficile. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Aymeric, c'est que tu parles de stabilité alors que vous avez changé d'entraîneur. Alors là, depuis que Cédric est arrivé, Cédric Angebar, on le rappelle, qui est arrivé de Blois, est-ce que lui aussi, il essaie de s'adapter à vous et finalement, alors j'imagine que c'est un coach qui a forcément ses idées, mais est-ce qu'il y va un petit peu en douceur, on va dire, par rapport à l'année dernière ? Il y va en douceur, oui et non, parce qu'il a clairement un autre style de jeu qu'on avait l'année dernière. Donc il impose ses idées et c'est plutôt nous qui s'adaptons à lui. Mais comme on voit, un match, le 11 de ce week-end, par exemple, il n'y a que deux changements. Bon, si on enlève Anthony Beuve, ça fait 3 avec Anto, mais sinon, il n'y a que 2 changements. Sinon, donc nous, personnellement, on se connaît bien. Collectivement, on se connaît bien. Maintenant, on essaye d'appliquer vraiment les consignes du coach. Et j'ai l'impression que la mayonnaise est en train de prendre. Et après, c'est toujours pareil. Les victoires, ça amène de la confiance, de la sérénité. Donc, c'est important d'être régulier dans ce championnat si on veut exister.
Je vais me tourner vers toi, Philippe. Moi, tu vas avoir un regard un petit peu plus extérieur à ce championnat de National 2, mais ouais, on imagine que l'US Avranches, bon, on voit toujours ça en tant que club normand, entraîneur normand, comme voilà, une locomotive du foot normand, et Dieu sait qu'il y en a besoin. Hein. Oui, c'est important. Ils ont fait quasiment 10 ans en national, donc une petite pensée d'ailleurs pour Gilbert Guérin qui a construit ce club. Il y a des vraies fondations grâce à cet homme. Et c'est vrai que Granville travaille très bien aussi, Avranches aussi, et c'est des locomotives pour le foot normand. Et puis le coaching a été bon des deux coachs. Hein, parce que Bordeaux, c'est un joueur qui venait de rentrer, et là pour l'équipe d'Avranches, c'est deux joueurs qui étaient sur le banc qui font la différence. Et j'ai une petite pensée Dont un que tu pour connais Elissa. bien. Ouais, voilà, Dont un voilà, que tu connais bien. oui, et je suis content parce que c'est un garçon qui a dû vivre certaines épreuves et avec une force mentale voilà, de haut niveau lui permet aujourd'hui de bien s'exposer avec Avranches et c'est tant mieux pour eux. Quoi. Ah, Aymeric, en 30 secondes, les objectifs de l'US Avranches cette saison, c'est quoi? Est-ce qu'on pense toujours au national? Est-ce qu'on attend quand même un petit peu de se situer dans le championnat? 4 points sur 6, c'est un bon début, mais il faut peut-être encore attendre peut-être pour établir de vrais Ouais, objectifs. bien sûr qu'il faut attendre, faut vraiment pas s'enflammer, on est qu'au début. Mais c'est clair qu'on a dans le coin de notre tête, on a le national quand même. Mais on sait que ce championnat est très très dur, il n'y a qu'une montée, donc il faut être très régulier. Faut pas laisser beaucoup de points en route, donc on va en savoir plus, je pense, au bout de 7-8 journées déjà. On aura affronté pas mal d'équipes. Bah, ce que je vous propose, messieurs, c'est de faire rapidement le bilan des deux poules qui concernent nos équipes normandes avec les résultats. Là, vous les voyez qui s'affichent. Eh ben, c'est du 100% pour nos Normands, pour nos Manchois. C'était le nom de notre chapitre. Victoire d'Avranches contre Châteaubriand. Granville qui s'impose du côté de Bordeaux. Vous avez les résultats qui s'affichent sur votre écran avec Angoulême qui confirme, tout comme les Herbiers, le Stade Poitvin. Ça, c'est assez surprenant parce que c'était une équipe, Aymeric, qui était dans le bas de tableau la saison dernière, qui démarre bien. Exactement, je pense que les points pris sont plus à prendre, donc on verra. Et il y a tout le temps des équipes un peu comme Angoulême, un peu surprises, on va dire, du championnat. Donc pourquoi pas eux cette année, on verra bien. Et même le petit poussé Locminé qui démarre bien, 4 points comme Avranches, comme Granville. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir nos deux clubs manchois dans la première partie du tableau. Saint-Malo qui démarre plus lentement et puis les relégables, Châteaubriand, Dinan-Léon, la réserve de Lorient promu à ce niveau. Et Saumur, prochain rendez-vous, il faudra justement aller du côté de Saumur. Mon cher Aymeric, t'attends quoi de ce rendez-vous-là? Bah, clairement, on va l'aborder comme tous les matchs, on y va vraiment pour gagner. On va pas faire la fine bouche en disant on y va pour essayer d'accrocher un nul ou quoi. Non, il faut vraiment y aller pour gagner, il faut avoir de l'ambition, il faut confirmer le résultat de ce week-end. Et encore une fois, si on veut exister dans le championnat, il faut faire des séries. Donc on sait que ça sera un combat, on sait que ça sera pas facile, mais pas impossible. Granville qui affrontera Locminé de son côté avec une belle opportunité d'encore marquer de gros points. Dieppe qui perd à domicile contre Bischheim. L'un des résultats marquants de ce week-end, c'est Saint-Brieuc, Saint-Hilaire qui va en mettre 3 du côté de Beauvaisoise, victoire 3-0. Mais surtout la victoire de Bourges qui est la seule équipe à 6 points dans ce groupe B de National 2. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on relevait tout à l'heure avec Thomas, et ça va vous montrer à quel point, à mon avis, les Diepois sont partis dans un championnat complètement fou. Après 2 journées dans ce groupe, il y a 11 équipes qui ont déjà gagné leur premier match. Donc c'est vraiment assez rare de voir autant d'équipes cumuler des victoires comme ça rapidement, avec 3 équipes malheureusement pour elles qui commencent par 3 défaites. Blois, Chantilly et Wascal. Le prochain rendez-vous, on regarde rapidement Dieppe qui ira justement du côté de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui vient de gagner 3-0 contre Beauvais. Ce sera évidemment chose délicate pour les Diepois, mais ça avait bien marché du côté de Blois, alors pourquoi pas enclencher une série à l'extérieur. Voilà pour la partie National 2. Le gros morceau commence maintenant, les saisons se suivent et se ressemblent sur ce point-là. Il y a plus de matchs de National 3 à vous montrer qu'en National 2, mais tu restes avec nous, Aymeric, parce qu'on compte sur ton flair et ta connaissance du football pour nous éclairer. Avec plaisir. Le National 3, on va le commencer avec 2 petits résumés à l'ancienne. Là-dessus, on ne va pas intervenir, on ne va pas vous solliciter, Philippe et Aymeric. On vous laisse juste contempler. On a fait honneur à 2 formations de N3 qui avaient bien tourné la saison dernière. Le CMS Wassel et Vire qui commençaient ce week-end par des rendez-vous à domicile. On commence. C'est la rentrée pour le CMS Wassel de Draman Dillin au stade Marcel Billard. Et ce sont les joueurs locaux justement qui se procurent la première occasion avec cette frappe. Bien détournée, le danger qui reste dans la surface de Chartres. Mais malheureusement la seconde frappe est bien trop hors cadre.
Wassel qui tente de construire, mais il y a cette petite erreur technique sur cette relance. Le danger dans la surface de réparation. On trouve Thomas Gauthier qui un contrôle, une frappe magnifique. 27e minute de jeu, ouverture du score des visiteurs. Cette frappe qui laisse Yabusele impuissant. Frappe vraiment dans la lucarne. Au retour des vestiaires suite à un coup de pied arrêté. Wassel qui va refaire une petite erreur sur cette passe. Et Thomas Gauthier qui lance son coéquipier en profondeur. Steven Yabusele a déserté sa cage. Et heureusement, sans danger, on revient à une position de hors-jeu. Lassine Fofana, le nouveau numéro 9 de Wassel qui va tenter de mettre le danger. Mais cette frappe manque de puissance pour tromper le gardien de Chartres. Mais on va retrouver Lassine Fofana à la récupération de ce ballon. Le contrôle est parfait, le crochet passe, l'enchaînement est réussi. 86e minute de jeu, égalisation de Lassine Fofana. Un but partout donc. On revoit le crochet et l'enchaînement avec la frappe pied gauche qui vient tromper le gardien. Un but partout, c'est le score final donc au stade Marcel Billard. 3 mois après avoir manqué d'un rien à la montée en National 2, Vire est de retour au stade Pierre-Content. En N3, rendez-vous pour entamer la saison face à Ergué Gabéric. Après avoir réussi son mercato, mené une bonne intersaison, ça va mal démarrer pour le club boquin qui se fait cueillir dès la 3e minute sur un corner repris par Mahamadou Camara. Louis Deschâteaux doit déjà aller chercher le ballon au fond de ses cages. Il y a eu du mouvement du côté virois, notamment le retour de Dorian Charlier qui ici voit sa reprise certainement repoussée d'un bras, pas de pénalty pour les Virois. Dorian Charlier, brassard de capitaine au bras, qui va avoir l'occasion de se montrer quelques instants plus tard à la réception de ce ballon relâché par le gardien breton. 22e minute et le joueur qui a fait son retour cet été signe bien un joli retour, tout simplement avec le but de l'égalisation. Les Virois qui derrière vont passer tout près de marquer un nouveau but, reprise acrobatique signée Reda Lanrabet. Louis Deschâteaux obligé de s'employer sur cette frappe d'Ergué Gabéric qui se montre menaçant. Match très vivant à Pierrecointe et voyez plutôt l'arrêt de Louis Deschâteaux, certainement l'un des plus beaux arrêts, si ce n'est le plus bel arrêt qu'on ait vu ce week-end sur les terrains de N3. Nouveau venu côté virois, Benjamin Guillaumard se signale à la 57e minute. Et de quelle manière l'ancien buteur de Fougères expédie une superbe frappe qui vient tromper le gardien adverse juste avant l'heure de jeu. Vire reprend les devants et ce sera définitif puisque Vire réussit à s'imposer 2-1 pour ses retrouvailles avec le National 3. Merci aux recrues côté virois. Aymeric et Philippe, et évidemment Thomas, pour parler brièvement de ces deux performances. On va commencer par Wassel. Et Philippe, ça te concerne Wassel puisque c'est un adversaire que tu auras, Chartres aussi dans ta poule. Belle performance pour toi de la part de Draman Dilin et de ses hommes de tenir la dragée haute à une équipe de Chartres dont on dit le plus grand bien. Oui, bah, Chartres, ça va être une valeur sûre avec des gros moyens, et notamment beaucoup d'anciens pros. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même catégorie, à vrai dire, au départ. Mais Wassel, il y a un gros travail de fait aussi de la part de Draman, qui a perdu des joueurs cadres, mais qui a recruté intelligemment des bons joueurs. Donc, ils ont d'abord une vraie organisation avec Draman, et derrière, il y a de l'allant, il y a des joueurs qui découvrent. Donc, ça risque de donner une belle équipe de Wassel. J'ai eu des bons échos à leur égard. Ouais. On parle beaucoup de Vire aussi forcément par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière, par rapport à la dynamique du club depuis quelques saisons. Aymeric, de ton côté, tu partages le vestiaire notamment avec Pierre Bourdin qui est passé par Vire, avec Anas Lanrabet. Donc j'imagine que Vire, c'est un club dont on entend forcément parler, alors peut-être pas au quotidien mais assez régulièrement. T'as quoi comme sentiment sur les Virois, toi Aymeric ? Non, complètement. On les suit de près parce que mine de rien, ils sont quand même voisins. Et j'ai un très bon sentiment. On a eu l'occasion de les jouer en amical et je pense que ça travaille très bien. Ils nous ont mis en difficulté, ils nous ont proposé un beau challenge. Et au final, j'ai trouvé que c'était une équipe bien organisée, qui faisait pas n'importe quoi, qui avait des idées. Et je trouve que c'est une équipe qui jouera le haut de tableau sans aucun doute. Après, on sait que c'est comme la N2, c'est très dur de monter. Mais je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Alors Thomas, tout à l'heure, me disait hors micro qu'il avait une petite préférence pour le but d'Enzo Bevin. Mais le but de Benjamin Guillaumard, là, il est pas mal pour une première à Vire, quand même. Complètement, là, les deux, hein, c'est costaud. Mais voilà, si je dois en choisir un, voilà, c'est plutôt celui du Diepois.
personnellement. Le but de côté Wassel est pas mal aussi. Pas mal aussi, l'enchaînement est propre, ouais. En tout cas, ça démarre par un match nul prometteur pour Wassel, une victoire pour l'AF Virois. Bah, messieurs, en tout cas, le championnat est lancé pour ces deux formations qui, avec Dieppe, étaient les grandes forces en présence en championnat la saison dernière. Je vous propose qu'on passe au reste de l'actualité de ce championnat de National 3 pour la reprise. On finira par le Sudif Cabourg avec toi, Philippe. Malheureusement, les nouvelles n'ont pas forcément été très bonnes, mais c'était que la première journée. On regarde ensemble le résumé, déjà pour commencer, du stade brestois, la réserve qui recevait Alençon avec une petite particularité, Amaury Tessier aligné par Vincent Legnaud en défense centrale qui commet une erreur là, le penalty et qui prend le carton jaune, le deuxième carton jaune, donc exclu Amaury Tessier. Ça passe pour les Alençonnais puisque le poteau est trouvé, mais derrière malheureusement à 10 contre 11, ils vont se faire piéger avec ce premier but de Lilian Deville. Très rapidement, Philippe, si Vincent Legnaud met Amaury Tessier derrière, c'est qu'il n'a pas trop le choix. Oui, je pense qu'il a beaucoup de pépins. Il me semble que son fils Nathan est suspendu et je pense que le frère El Amdaoui, Karim, si je ne N'était dis pas pas de bêtises, disponible, ouais. n'est pas dispo ou blessé. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir faire des choix. Et Vincent a assez d'expérience. Il connaît bien en plus Amaury. C'est vrai qu'il a du pif dans son jeu. Il est capable, à mon avis, de jouer derrière sur un match, sur une saison, c'est autre chose. Voilà, malheureusement, ça l'a pas fait. On a vu donc l'égalisation de Nicolas Camio, le coup franc aussi d'Hakim El Amdaoui qui est venu taper l'arrête. Ça a failli passer pour l'US Alençon qui s'en sort avec 1 point à 10 contre 11. Thomas, je te laisse ce match-là. L'AS Trouville-Deauville-Villers contre Saint-Ouen. Et oui, c'était la première historique pour ce nouveau club de la Côte-Fleurie. Première pour Cédric Oaro qui retrouve un banc en N3. Ça s'est pas non plus passé, je pense, comme le club l'aurait voulu. Malgré une domination, on n'a pas trouvé la faille à l'image là du numéro 21, c'est Bilal Samri qui par deux fois à l'occasion d'ouvrir le score, mais qui ne trouve pas la clé pour déverrouiller le cadenas. On en reste là, 0-0, c'est déjà un point de prix, premier point historique pour l'AS TDV. Ouais, avec un rendez-vous maintenant du côté du stade Furiani. Alors pour l'enceinte, c'est historique. Pour le résultat, on repassera pour la réserve de Malherbe. Oui, alors c'est toujours des déplacements compliqués. Philippe, tu peux nous le confirmer en Corse. En plus à Furiani, je pense que ça peut impressionner certains jeunes du stade. L'ouverture du score de Bastia à la demi-heure de jeu et en seconde période, il va y avoir tout de suite le break qui va être fait. Alors l'angle, est-ce que le gardien peut faire mieux sur cette action? C'est pas facile de juger. L'angle est un peu bizarre quand même au pied de son poteau. Malherbe qui a l'occasion de revenir dans cette partie, on manque un peu de précision et au final, en toute fin de rencontre, on se fait punir 3-0. Le score est peut-être un peu lourd quand même pour les jeunes malherbistes. Ouais, score large, la saison qui démarre assez mal malheureusement. Ouais, Philippe? Ouais, j'ai vu les images et c'est vrai que Malherbe est quand même assez malheureux. Bastia a été très efficace. Après, comme le dit Thomas, c'est vrai que le fait de jouer à Furiani, ça peut impressionner un peu les jeunes de Caen, mais Bastia a une équipe jeune aussi, mais bon, quand tu es en Corse, tu sais que tu es en Corse, hein, ils mettent une vraie impact et sont capables de marquer leur territoire. Ouais. L'une des curiosités du week-end, c'était le Havre Criouville qui se déplaçait chez la réserve du FC Versailles. Le Havre Criouville, première historique en National 3. Là encore, Thomas, c'est toi qui t'es penché sur ce match. Ouais, première historique et la première qui commence bien, parce qu'après 7 minutes, c'est Steve Mendy qui ouvre le score pour Criouville. Donc, ancien lui, buteur le premier... de Gonfreville et de Rouen, notamment de Wassel, Steve Mendy. On connaît bien dans la région. Et du coup, il montre la voie tout de suite. Alors malheureusement, Versailles va égaliser quelques minutes plus tard. Alors un but de la poitrine, c'est pas commun. C'est Patrick Kofi. On va revoir au ralenti. Sur les premières images, j'ai hésité, mais oui, c'est bien de la poitrine qui vient mettre. Faut ça. Sacré coup de pec quand même. Je pense qu'il y a des heures de salle. et après, c'est sur coup de pied arrêté encore dans les airs, juste avant la pause, au pire des moments, Jérémy Santini qui s'élève au-dessus de tout le monde, qui devance le gardien. Ça fait 2-1. Il va y avoir un penalty alors que le Havre Criouville joue à 10 depuis la 53e minute de jeu, il me semble. Penalty à la 83e, forcément.
on a du mal à suivre le rythme, mais il y a de beaux mouvements collectifs côté du Havre, et il y a cette réduction du score, donc de Mohamed Mankour qui vient réduire le score, et donc 3 buts à 2 pour Versailles, le score qui bougera plus. C'est une première quand même encourageante, je pense, pour Cocrioville. Ouais, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est de savoir quelle est la valeur de cette équipe réserve de Versailles. Alors, ça fait un petit moment maintenant que tu es parti de Versailles, toi, Aymeric, mais ouais, c'est un club qui monte, c'est pas un adversaire, enfin, c'est un bon adversaire, je pense, la réserve versaillaise pour se jauger pour Cocrioville. Non, c'est exactement ça. Après, tout dépend des descentes. C'est vrai que les réserves, on ne sait jamais le week-end et comment les descentes vont jouer le jeu. Mais je pense qu'à voilà, 10 contre 11, ils ont réussi à mettre, ils auraient pu s'écrouler, en prendre un quatrième, et au final, c'est eux qui mettent le 3-2. Donc ça leur laisse espérer pour la fin de match. Donc je pense que il n'y a pas de défaite encourageante parce que j'ai du mal avec ça, mais je pense que ça reste quand même cohérent. Il n'y a pas d'alarme à voir dans cette défaite. Ouais, pas de défaite encourageante. T'as quoi comme regard, toi, Philippe, sur bon, la première de Cocrioville qu'on vient de voir, mais de manière générale sur les résultats qu'on voit, parce que ça a été un petit peu plus compliqué dans votre pool. Il n'y a pas de victoire normande. Bon, c'est que la première journée, encore une fois. Qu'est-ce que tu retiens là de ce qu'on a vu? Ouais, bah ça, de suite, on voit que c'est des matchs qui vont être très serrés, avec franchement de très belles équipes, et notamment un style particulier. On a quand même 7 équipes parisiennes, donc bah, faut mieux s'adapter très vite à eux, parce que sinon, tu rentres bredouille, comme ça a été le cas d'ailleurs pour nous ce week-end. Mais voilà, ouais, non, non, mais après, je pense que le groupe Bretagne aussi est de grande qualité. À nous de nous adapter, mais on voit de belles équipes, parce que même un promu comme Cocrioville a des vrais arguments. Il y a beaucoup de très bons jeunes et de très bons anciens. Donc, et la baie de Versailles, j'ai eu écho comme quoi c'était une vraie belle équipe. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que toutes les équipes ont des vrais arguments à faire valoir. Ouais. Ouais, Thomas, tu me disais, toi qui t'es vraiment penché de très près sur ce match de Cocrioville, que ça a l'air de jouer au football, et ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour le spectacle. C'est ça, on l'a vu là sur le premier but. Alors certes, c'est un ballon qui est repoussé, mais Steve Mendy qui suit bien. Bon, il a fait parler le sens du but. Mais il y a dans la construction, voilà, c'était pas juste balancer des ballons et espérer les comptes. Non, ça posait le jeu. C'était vraiment intéressant. Donc je pense que c'est une équipe à surveiller tout au long de la saison, hein. Eh ben, en parlant d'équipe à surveiller tout au long de la saison, mais on aura l'œil dessus de toute façon, c'est le S Udif Cabourg. On va terminer par ce chapitre-là. Ah, je suis le roi des transitions, hein, vous avez vu. On va Incroyable. se tourner vers le Il y a du déplacement métier là. on va se tourner vers le déplacement à Bretigny. Là, Philippe, on va te demander forcément ton avis sur ce déplacement. Tu avais expliqué, alors, soit sur tes réseaux sociaux, soit dans la presse, soit sur les deux supports, que c'était une belle équipe Bretigny déjà, donc un bon test pour ton équipe. Euh, Encore une fois, tu ne l'as pas non plus joué avec toutes tes forces en présence aussi. Non, mais bon, faut pas se trouver d'excuses, c'est comme ça. On avait des joueurs présents qui étaient capables d'avoir le niveau sur ce match-là. La preuve en est, hein, parce que je pense qu'un nul aurait été mérité. Après, Bretigny, ouais, c'est une belle équipe, bon, qui a perdu Alors vous jouez en blanc, je le précise. Vous jouez en blanc sur ce match, je ne l'ai pas précisé. à l'extérieur maintenant, ouais. Et donc voilà, après, Bretigny a fini troisième l'année dernière. Il y a des vrais arguments athlétiques, et c'est vrai qu'il faut répondre à ce combat. Dans ce domaine, on était bon, et ce qui m'embête, c'est qu'on a pris un but qui est réellement évitable, pas un but sur leur force. Donc c'est ce qui est un peu navrant, mais les joueurs ont fait. Il y a eu une grosse débauche d'énergie de notre part malgré tout. Donc voilà, et quand il n'y a rien à reprocher dans l'engagement, moi j'ai envie de dire qu'on rebondit très vite sur le deuxième, et il vaut mieux être prêt, parce qu'en plus on joue la réserve de Bastia. Voilà, il ne faut pas gamberger, il faut tout de suite réagir pour oublier. On l'a vu sur cette rencontre. Il y a les occasions, les situations sont à votre avantage. Et bon, il manque un peu le dernier geste. Faut noter qu'au coup d'envoi, j'ai compté 5 recrues. Donc, il faut aussi que la mayonnaise prenne. On l'a dit lors de l'émission épisode 0 la semaine dernière. Il y a eu pas mal de blessés pendant cette préparation. Donc, forcément, pour aborder ce match, c'est un peu compliqué, Philippe. Oui, non, non, la préparation a été vraiment chaotique, c'était compliqué. On a eu beaucoup de pépins, mais des joueurs déjà très émoussés par rapport à la saison dernière, qui a été très éprouvante. Donc on a 5-6 joueurs qui n'ont toujours pas repris d'ailleurs, qui sont à août. Donc moi j'espérais au moins en avoir 3 qui reviennent, mais ils ne sont pas là. Et puis qui plus est, sont venus se greffer d'autres pépins physiques. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on a compté jusqu'à 17 joueurs absents.
Donc ça nous a permis de voir des jeunes, mais j'avoue que j'aurais préféré les voir plus tard. Là, ça a perturbé notre préparation, mais voilà, faut faire avec et puis essayer de pas trop gamberger. Voilà le but d'ailleurs qu'on prend une première frappe d'un joueur rentrant. Ouais, joli but. précisément. Ouais, c'est On un voit ce week-end. but, donc à la 90e, c'est vrai qu'il manque peut-être la pression pour l'empêcher de frapper. Il trouve la frappe peut-être trop facilement. Après, malgré tout, il reste un peu de temps et Eddie va avoir les occasions de revenir. Il y a ce lob effleuré De du bout Suzanne. des doigts par Suzanne, le on gardien. beaucoup de. Et sur le corner qui suit, la tête qui passe pas loin non plus. C'est ça. Il a pas manqué grand-chose au final. Un peu de concentration sur le but encaissé sans doute et puis ça a fait la différence quoi. C'est ça, c'est ça. Après, je pense qu'on va monter en force, on va monter en régime. Je dirais que l'état d'esprit est très sain. Donc voilà, après, on sait que le foot, il faut que ce soit de la réussite dans les deux zones. Ça n'a pas été le cas. On espère faire différemment ce week-end, tout au moins en termes de résultats. Ouais. Vous avez été beaucoup, Et Philippe, Philippe, Non, ouais, vas-y Thomas, si tu veux. non, mais je parlais je disais que tout à l'heure tu parlais que la saison dernière a été éprouvante avec le parcours en Coupe de France évidemment. Est-ce que cette année dans le recrutement vous vous êtes préparé alors peut-être pas revivre une telle épopée, mais à faire plus de matchs que ce qu'on a coaché au calendrier pendant le mois de juin, quoi. Ouais, alors, on n'a pas pensé, hein, je t'avoue que dans le recrutement, je ne pense pas à la Coupe de France, hein, parce que la Coupe de France, tu peux très bien faire un tour comme tu peux en faire 11 comme la saison dernière. Il ne faut jamais faire le crâneur dans cette compète. Donc, quand tu commences, tu ne sais jamais où tu vas. On essaie de la respecter un maximum, mais peut-être qu'on fera moins de matchs, peut-être qu'on en fera plus. Ce serait merveilleux d'ailleurs si on en faisait plus. Mais on n'a pas été dans ce sens-là. Par contre, j'étais dans le sens du fait qu'on a quand même une N3 qui devient de plus en plus compliquée. Qui plus est, nous, on a des joueurs quand même qui sont amateurs réellement. Et on rencontre des équipes qui parfois ne font que du foot. Donc c'est vrai qu'on a une largeur, une profondeur pardon, de banc important. Et heureusement, parce qu'en plus, avec tout ce qu'on vit là comme blessé, c'est important d'avoir pas mal de joueurs. Donc il y a des joueurs qui découvrent, des jeunes. Donc à eux de se mettre au niveau. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais ça va venir. Un petit mot juste pour finir sur la partie N3. Pour toi, Aymeric, qui a joué à Versailles, on le rappelle, les différents protagonistes normands de N3 soulignent le fait que c'est difficile de jouer en région parisienne. Est-ce que tu confirmes et est-ce que tu comprends effectivement qu'on puisse craindre d'être dans une poule où il y a beaucoup d'équipes parisiennes? Honnêtement, clairement, moi j'ai fait un match en R1 avec la réserve justement à Versailles, région parisienne. C'est un bon N3 ici. Franchement, c'est difficile. C'est vrai que l'atmosphère peut être différente. On peut avoir athlétiquement aussi, on peut avoir des joueurs plus robustes, plus solides. Il y a toujours aussi de la vitesse, pas mal de technique. Honnêtement, ça reste un championnat très très compliqué. Après, comme le coach l'a très bien dit, c'est un championnat qui est très homogène, qui va jouer sur des détails. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les blessures qu'ils ont, c'est pas forcément un détail, parce que même s'il y a l'effectif, je pense que l'effectif est peut-être pas forcément homogène. Il y a peut-être des jeunes qui sont pas encore prêts aujourd'hui, qui vont évoluer dans la saison. Et aujourd'hui, c'est ce qui a peut-être fait la différence pour attraper au moins un point du déplacement. En tout cas, on va faire le bilan rapidement, messieurs. On arrive en fin d'émission sur ce qui s'est passé en N3 ce week-end. Rapidement, la victoire de Vire contre RG Gabéric, l'US Alençon qui fait match nul chez la réserve du Stade Brestois. Au classement, l'AF Virois qui est déjà sur le podium. C'est la même position à laquelle ils ont terminé la saison dernière. Le Stade Rennais qui en a collé 3 à son homologue guingampèse. On parle des réserves ici en tête du classement. Fougères qui a surpris Milizac également sur le podium. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose après une journée, les classements, mais c'est sympa de voir Vire et Alençon dans la première partie du tableau après une journée, en espérant que ça dure. Évidemment, les équipes dans la zone de relégation après une journée, RG Gabéric, Milizac, la réserve de Guingamp. La semaine prochaine, Alençon recevra une nouvelle réserve. Ils vont jouer les 4 dans les 5 premières journées, donc comme ça c'est simple. Alençon contre la réserve du Stade Lavallois, Vire qui reçoit la réserve de Guingamp. Les résultats dans le groupe D, la défaite de Cocrioville, celle de Dives Cabourg et du Stade Malherbe, la réserve du côté de Bastia, les matchs nuls de Wassel et de l'AST
STDV. Pas de victoire dans ce groupe côté normand, mais c'est encore une fois que la première journée. Bastia, la réserve, premier leader avec Aubervilliers, la réserve de Versailles. Bretigny, Wassel avec son match nul à domicile contre Chartres qui apparaît en 6e position. On a également le Linas Montlhéry. Bref, c'est vrai qu'on voit toutes ces équipes parisiennes qui trustent déjà une petite partie du tableau. Le Racing Club de France, la STDV qui est 9e, mais rêve dans la zone rouge pour l'instant. Le SUTIF Cabourg, Sainte-Geneviève, la réserve de Malherbe, c'est encore très conditionnel. Ça ne veut pas dire grand-chose. La réserve de Bastia qui sera donc le premier adversaire à Heurtematte pour vous, Philippe, le week-end prochain. Un adversaire voilà, qui... Ce sera d'accord, avec Bretigny, c'est une bonne info ça Philippe, merci. Bretigny qui recevra la STDV, Wassel du côté du Racing Club de France, gros début de saison pour Wassel en termes de calendrier, Coquereville contre Saint-Ouen-l'Aumône, la réserve de Malherbe au rebond contre le Linas Montlhéry, autant de matchs qu'on abordera la semaine prochaine dans le débrief. Je pense que dans ce groupe D, la gestion émotionnelle va être très importante tout au long du championnat, parce que ça va être un match sous tension et ça va être très très important, c'est un aspect à pas négliger. Ouais, ça va être une grosse saison en tout cas. Merci messieurs en tout cas d'avoir inauguré ce débrief. Alors la semaine dernière Djilali Bécard l'a fait, mais c'est la première fois qu'on tourne à deux. On espère que ça s'est bien passé pour vous de votre côté. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir avec Thomas. On va vous souhaiter respectivement une belle suite de saison à toi Aymeric, un bon début de saison à domicile, même si c'est pas exactement à domicile Philippe, et on vous souhaite au SUTIF Cabourg de lancer votre saison. Merci messieurs. C'est gentil. Merci à vous, c'était un plaisir, merci. Et puis merci Thomas d'avoir été en notre compagnie, de m'avoir aidé comme d'habitude à préparer cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine mon cher Thomas. La semaine prochaine, même heure, même endroit. Même heure, même endroit. Merci à toutes et à tous en tout cas de nous suivre sur Foot Normand. Le débrief est officiellement reparti pour une 5e saison. Allez, salut. Ciao.